Quand on a affaire à des installations à risque, comme une centrale nucléaire, quel principe phare du droit de l'environnement entre en jeu? On songe immédiatement au principe de prévention, principe international coutumier, principe consacré dans le droit primaire de l'Union européenne, principe consacré également dans les droits nationaux, y compris en région flamande. Conformément à l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », ce principe requiert la délivrance d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis d'environnement pour ces centrales nucléaires. Ces permis sont précédés d'une étude d'impact ou d'une étude d'incidence. Par conséquent, les procédures d'évaluation des incidences constituent le terrain d'élection du principe de prévention en droit de l'environnement. Donc les études d'impact doivent être réalisées conformément à certaines procédures. Quels sont les textes fondateurs en la matière? On songe en droit international à la Convention d'Espoo de 1991 qui s'applique à des installations de cette catégorie, par exemple, qui ont des impacts transfrontières. En droit de l'Union européenne, plusieurs procédures sont prévues dans différents textes. J'évoquerai dans le cadre de cette interview deux procédures. Celle prévue par la directive générale sur les études d'incidence qui s'applique à des projets et l'autre qui est prévue par la directive Habitat qui s'applique à des projets et à des plans et programmes qui affectent l'intégrité de zones protégées au sein du réseau Natura 2000. Nous trouvons actuellement face à plusieurs centrales nucléaires dont l'autorisation d'exploiter a été prolongée par le législateur belge fédéral. Néanmoins, cette décision a été contestée en justice par plusieurs ONG. Pouvez-vous m'en expliquer les motifs? Enfin, pouvez-vous me retracer brièvement l'historique du dossier? La Belgique est dotée de 7 centrales nucléaires pour l'instant. 4 centrales se trouvent ici, à Doel, au nord d'Anvers, le long de l'Escaut. Les deux premières centrales, Doel 1 et Doel 2, furent autorisées en vertu d'un arrêté royal en 1974, arrêté qui prévoyait une durée d'exploitation de 40 années qui prenait fin en 2015. En 2003, le législateur national décida de mettre fin à l'exploitation des centrales nucléaires en vue d'encourager le développement de l'énergie éolienne ou solaire. Toutefois, en raison d'un changement politique, à partir de 2013, le législateur se pencha sur l'idée de pouvoir prolonger l'exploitation des centrales de Doel 1 et Doel 2, lesquelles devaient être rénovées pour des raisons de sécurité en raison de la vétusté des bâtiments qui avaient été construits en 1973-1974. Et le législateur adopta une loi spécifique permettant le prolongement de l'exploitation de 2015 jusqu'à 2025 en se dispensant de la réalisation d'une étude d'impact. Alors, comme je viens de l'évoquer, tant la Convention d'Espoo que les différentes directives communautaires en matière d'évaluation des incidences imposent la réalisation d'une telle procédure. Suite à ça, deux associations, fédérations d'associations de protection de l'environnement, Bonne Beter Leef Milieu et Interenvironnement Wallonie, décidèrent de contester la législation au motif qu'elle violait le droit international et le droit communautaire. La Cour constitutionnelle, saisie de ces recours, interrogea à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne qui se prononça en 2019 sur la compatibilité de la loi nationale de prolongation de l'exploitation par rapport au texte de droit communautaire. Pourquoi les études d'impact revêtent-elles tant d'importance aux yeux des ONG? Quelle est leur valeur ajoutée? Les experts qui vont réaliser l'étude d'incidence sur les impacts environnementaux des deux centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 vont identifier, radiographier, cerner les risques s'agissant des radiations ionisantes, des rejets d'eau chaude, de l'impact sur la zone Natura 2000 que nous côtoyons. Et disposant de cette étude d'incidence, l'exploitant, la société Electrabel, mais également les riverains vont pouvoir discuter des mesures à aménager pour diminuer ces risques. Donc, à nouveau, les populations riveraines des Pays-Bas, de Zélande, de l'autre côté du fleuve Escaut à Lilo, ou au sud d'ici à Cano, à l'ouest à Zwijndrecht, vont pouvoir formuler, dans le cadre d'une enquête publique, leurs griefs, ce qui va permettre à l'autorité décisionnelle, en l'espèce
l'autorité fédérale de décider des conditions d'exploiter idoines en vue de diminuer ces risques. Selon la directive générale donc de 2011 sur les études d'incidence, quel est le critère pertinent pour qu'une étude d'impact soit réalisée? Le champ d'application de cette directive de 2011 s'articule autour de la notion de projet, qui est définie de manière extrêmement large, sous deux angles. D'une part, le projet consiste dans la construction ou la réalisation d'ouvrages ou d'installations. D'autre part, cette notion couvre aussi toute intervention dans le milieu naturel ou le paysage. Pour une prolongation d'autorisation d'exploiter une centrale en vue de produire de l'électricité, il n'y a pas à proprement parler de construction d'ouvrages. Peut-on entendre cette prolongation comme étant un projet au sens de la directive? C'était vraiment le nœud du procès. En l'espèce, le gouvernement belge arguait qu'il n'y avait pas de projet dans la mesure où l'exploitation avait débuté en 1975 et été prolongée jusqu'en 2025. En revanche, les requérants estimaient qu'il s'agissait d'un projet en raison de travaux de modification. La Cour de justice, suivie par la Cour constitutionnelle belge, ont estimé que l'autorisation accordée par le législateur national de prolonger l'exploitation jusqu'en 2025 s'articulait avec une série de travaux de rénovation en raison de la vétusté de l'installation des deux centrales nucléaires et de la nécessité de s'adapter à des nouvelles normes de sécurité. Par conséquent, la loi s'articulait avec la réalisation de toute une série de travaux. La loi constituait un projet au sens de la directive. Alors, si je vous suis bien, la prolongation de l'autorisation d'exploiter les centrales en vue de produire de l'électricité constitue bien un projet au sens de la directive et partant entraîne des obligations environnementales qui viennent contraindre l'administration dans l'exercice de son pouvoir. Mais la directive ne prévoit-elle pas des exemptions desquelles peut se prévaloir l'administration? Oui, je rappellerai que la réalisation d'une étude d'incidence oblige l'exploitant de l'installation de la réaliser, ce qui est relativement coûteux. Alors, bien entendu, l'État peut se retrancher derrière deux catégories de dérogation. La première tient à des circonstances exceptionnelles justifiées à l'aune de motifs d'intérêt général. La seconde permet au législateur de se substituer à l'administration et de réaliser lui-même l'étude d'incidence en adoptant la législation autorisant le projet. Alors, Doel 1 à 4, c'est plus de 15% de la production nationale d'électricité pour la Belgique. Ceci ne constitue-t-il pas un motif impérieux d'intérêt général qui, dès lors, peut constituer une exemption au sens de la directive? C'est précisément ce que l'État belge avançait devant les juridictions. Ce caractère tout à fait exceptionnel, l'importance de la production d'électricité à partir des centrales Doel 1 et Doel 2 dont la prolongation devait être assurée. La Cour de justice admet l'argument, mais estime que comme nous nous trouvons à la frontière des Pays-Bas, une série de conditions formelles et substantielles doivent s'attacher à mesure où il y a un impact transfrontalier. De surcroît, la Cour estime qu'il revient à l'État belge de démontrer qu'il y a un risque d'une coupure d'approvisionnement en électricité si l'étude d'incidence devait être réalisée et partant si la centrale ne peut être exploitée pendant la réalisation de cette étude. Et en l'espèce, ce risque a-t-il été démontré? Non, la Cour constitutionnelle, suivant la Cour de justice, estime que la condition n'a pas été remplie. Alors vous l'avez tantôt évoqué, il y a une seconde exemption du champ d'application de la directive qui est que lorsque le législateur prolonge l'autorisation d'exploiter, on ne se retrouve pas dans le cas de figure où il s'agit d'une autorisation administrative. Se retrouve-t-on dans cette seconde exemption? Il faut garder à l'esprit que la directive repose sur le principe de prévention, qui appelle à une expertise scientifique. L'étude d'incidence est un exercice scientifique de haute voltige, parce que les impacts sont extrêmement diversifiés. Ils concernent tant le stockage des déchets nucléaires que les rejets des eaux chaudes dans le fleuve l'Escaut. Par conséquent, le législateur, s'il décide de se substituer à l'administration, doit se doter de toutes les informations scientifiques
au regard du meilleur état de la connaissance scientifique. Et fort de ces informations, le législateur doit se livrer à une véritable évaluation des incidences en consultant les experts, en les auditionnant. Tant la Cour de justice que la Cour constitutionnelle belge ont estimé que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. La directive Habitat, cette fois-ci, impose la réalisation d'une étude d'impact pour tout projet susceptible de porter, je cite, un effet significatif sur une espèce ou un habitat protégé dans le cadre du réseau Natura 2000. La définition semble assez floue. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par projet? Est-ce le même projet qu'au sens de la directive sur les études d'impact? Je rappellerai d'abord que nous faisons face à la plus grande zone Natura 2000 de la région qui comprend pratiquement 9000 hectares qui vont de la frontière avec les Pays-Bas jusqu'à la ville de Gand. Cette zone Natura 2000 comporte 16 habitats classés et 13 espèces menacées. La directive Habitat ne prévoit pas de règles de minimis pour déterminer le type de projet susceptible d'être soumis à une évaluation des incidences. En l'espèce, les habitats de cette zone Natura 2000 sont affectés tant par les activités portuaires et industrielles du pourtour d'Anvers que du déversement des eaux urbaines résiduaires de la ville d'Anvers que des activités de la centrale. La Cour de justice va dès lors conclure qu'en raison du caractère sensible, vulnérable de ces habitats, l'autorisation accordée par le législateur à Electrabel en vue de prolonger l'activité de production industrielle d'électricité constitue un projet au sens de la directive Habitat. Alors si cela constitue bien un projet, néanmoins, il doit porter atteinte de manière significative à une espèce ou à un habitat. Qu'entend-on par de manière significative? Alors bien entendu, on ne peut pas soumettre toute activité humaine qui a un impact sur l'intégrité d'un site Natura 2000 à une évaluation des incidences, parce que ça conduirait à une démultiplication des études d'incidence. Pour cette raison, le législateur de l'Union a adopté un standard juridique, à savoir le projet doit avoir un impact significatif sur l'habitat. Ici, la Cour de justice va estimer qu'en raison du prélèvement des masses d'eau pour refroidir les deux centrales nucléaires et du déversement de quantités colossales de masse d'eau chaude, plusieurs espèces de poissons protégés, la lamproie, la lauze, le chabot, sont susceptibles d'être menacés par les activités de la centrale. Par conséquent, l'impact est significatif et partant, une étude d'incidence devra être réalisée. Alors vous l'avez évoqué tantôt, le permis d'exploiter les centrales sont entrés en vigueur en 1974 par arrêté royal. Néanmoins, la directive Habitat n'est entrée en vigueur qu'en 1994, soit 20 ans plus tard. Cette directive peut-elle avoir une portée rétroactive et dès lors influer sur les arrêtés royaux? À vrai dire, l'activité de production d'électricité par les centrales nucléaires est une activité récurrente. La centrale n'est pas appelée à s'arrêter. Or, en l'espèce, une des deux centrales a été mise à l'arrêt en vue de permettre à Electrabel de réaliser des travaux de rénovation. Et les deux centrales ont également fait l'objet d'investissements relativement considérables, à concurrence de 700 millions d'euros, afin de les adapter à des nouvelles normes de sécurité. Par conséquent, la Cour de justice, suivie par la Cour constitutionnelle belge, estime qu'il ne s'agit pas d'une activité récurrente, mais qu'il s'agit d'un projet distinct au sens de la directive. Et comme le projet est distinct, il a lieu en 2013, 2014, et par conséquent, il va devoir être soumis à une étude d'incidence au sens de la directive Habitat.
Alors quand bien même certaines espèces sont censées être prioritaires en termes de conservation, l'État ne pourrait-il pas invoquer, comme on l'a évoqué, certaines raisons impérieuses d'intérêt général en vue d'éviter les études d'impact? Sur un tout autre registre, j'évoquerai l'arrêt de 1978 rendu par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Snell-Davis. La Cour suprême avait à l'époque annulé un permis permettant la construction d'un barrage sur la rivière Tennessee au motif que cet ouvrage menaçait une espèce endémique de poisson, le snail dart. Le législateur européen, à la différence du législateur américain, a prévu une balance des intérêts entre la conservation des poissons, des espèces de poissons en l'espèce, et la production d'électricité par ailleurs, à condition qu'il n'y ait pas de solution alternative. Le problème par rapport au prélèvement d'eau, c'est qu'il est impossible d'avoir une solution alternative. Vous n'avez pas prélevé l'eau dans un nappe aquifère parce qu'il n'y en a pas. De même, pour les déversements d'eau chaude produites par la centrale nucléaire, vous n'allez pas les déverser dans les polders ici à côté. Vous allez devoir les déverser dans l'Escaut. Est-ce dire que les intérêts économiques de production d'électricité priment sur l'environnement? Non, parce que la Cour de justice évoque certains garde-fous dans son arrêt. Elle précise que l'État belge peut esquiver les obligations procédurales, à savoir la réalisation d'une étude d'incidence et la délivrance d'un permis, à condition qu'il parvient à démontrer qu'il y ait une menace grave et réelle de coupure en termes d'approvisionnement d'électricité de par la réalisation de ces obligations procédurales. Par ailleurs, l'État belge doit aussi démontrer, apporter la preuve qu'il n'est pas possible d'importer l'électricité à partir des Pays-Bas ou d'Allemagne. Et donc, quelle suite a donné la Cour constitutionnelle belge à l'arrêt préjudiciel rendu par la Cour de justice de l'Union européenne? La Cour constitutionnelle belge, juridiction de renvoi, suit largement le raisonnement épousé par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle considère que la législation de 2015 qui permet l'exploitation pour 10 années est illicite par rapport aux exigences procédurales de la directive sur la procédure des incidences et de la directive Habitat. Néanmoins, elle admet que la législation peut encore produire ses effets pendant 2 ans et demi pour des raisons exceptionnelles, à l'aune des motifs d'intérêt général que vous venez d'évoquer, afin de permettre la réalisation de l'étude d'impact.